C'est un brouhaha permanent. Toute la journée, le centre-ville de Calcutta est bloqué par les embouteillages. Pour le désengorger, le maire en a interdit l'accès aux camions. Ils ont rapidement été remplacés par des milliers de bras, de jambes, de tricycles, d'hommes, qui trouvent là un moyen de survivre. Mais à quel prix? Allez, allez, avancez! À Calcutta, les hommes ont pris la place des bêtes. Les plus gros chargements sont convoyés par ceux que l'on appelle les hommes-chevaux. On tire 4 tonnes là. Il y a 4 tonnes de marchandises sur le chariot. Entre les hommes-chevaux et les voitures, la bataille est rude. C'est à celui qui passera le premier. Calcutta compte 16 millions d'habitants. La troisième ville la plus peuplée d'Inde est une fourmilière qui reflète l'état du pays. En plein boom économique, mais toujours très pauvre. Toutes sortes de petits métiers de la débrouille font survivre la population. Du presseur de jus de canne au plus surprenant, les cureurs d'oreilles. Dans les campagnes, l'argent a l'odeur du danger. Ces adolescents jouent les équilibristes pour voler le charbon qu'ils revendent. On attaque entre 3 et 5 camions par jour. Allez, allez, ramassez! Gommer ses peurs pour nourrir sa famille. Un art qui s'enseigne de père en fils chez ces hommes. Ils sont chasseurs de cobras. Pour nous, le cobra, c'est sacré. On vit, on mange, on boit, on dort cobra. À Calcutta, le seul moyen de transporter de grosses quantités de marchandises est de faire appel aux hommes-chevaux. Ils sont quelques milliers à se partager le marché. Tiens, prends le bon de commande pour ce chargement. Et il y aura aussi celui-là à faire. Ok? Ok. Taj dirige une petite entreprise d'une vingtaine d'hommes. Il n'a pas encore les moyens d'acheter une charrette, alors il la loue 1 € par jour. C'est moi qui suis responsable de tout, surtout en cas d'accident. Quand ça arrive, je dois m'occuper d'amener mes gars à l'hôpital, mais aussi de la marchandise et du chariot. Allez, poussez, poussez. Les hommes entassent sur leur chariot en bambou des cadres de vélo, des jantes, des vis, du riz et des épices. En tout, 4 tonnes de marchandises. Allez, on lève, on lève, on lève. Allez les gars, mettez-y de la force. 3 hommes tirent devant, 2 poussent à l'arrière. Ils ont 6 km à parcourir pour rejoindre leur point de livraison où stationnent les camions. Allez, on avance. Avancez, avancez. Allez, tirez. Une fois le convoi lancé, Taj, leur patron, devient leurs yeux, leur ange gardien. Allez, double. Allez, allez. Mon travail, c'est de gérer les gens et la circulation autour du chariot. Il faut éviter de créer des embouteillages. Je parle aux gens, je fais de la place pour les véhicules. Nous, on est pressés. Le chariot est lancé et on doit livrer le plus vite possible. Allez, les gars!
Vas-y, avance mon frère, à toi de passer. Vas-y, avance aussi. C'est plus dur devant ou derrière? C'est beaucoup plus dur pour ceux qui tirent à l'avant. Arrêtez. C'est éreintant. Je suis crevé. Ça demande un tel effort physique. T'imagines même pas. Et parfois on se blesse. On se blesse aux jambes. Ouais. La marchandise peut nous tomber dessus. Le plus difficile pour les hommes de tête est de retenir les 4 tonnes de marchandises dans les descentes. Doucement, doucement. Attention, retenez-le. Doucement. Il reste 4 kilomètres. Vous faites combien de trajets par jour? On en fait 2 en général. Les hommes chevaux méritent leur réputation d'hommes de force. Ils ont parcouru 6 km en 2 heures. C'est ici qu'on livre la marchandise. Et ce sont les camions qui prennent le relais. C'est comme ça que ça marche. Les camions ne peuvent pas entrer dans le centre. Alors ils attendent ici. Tous ces hommes viennent du Bihar, l'une des régions les plus pauvres de l'Inde. Prenez-en un chacun. Tiens, c'est pour toi. Quand l'un d'entre eux est à bout de force, il est immédiatement remplacé par un autre homme de sa région, comme Bindeshwar. Ce paysan de 39 ans n'arrivait plus à nourrir sa femme et ses 4 enfants. Je suis extrêmement pauvre et j'ai pas trouvé d'autre travail. Je n'ai pas le choix. C'est pour ça que je fais tout ça. J'ai cherché autre chose, mais j'ai rien trouvé. Donc j'ai commencé à travailler avec Taj. Ma vie maintenant, c'est ce foutu chariot. Au moins, on gagne bien notre vie. C'est un boulot vraiment dur, mais c'est bien payé. Bindeshwar gagne environ 160 € par mois. 30 € de plus que le salaire moyen en Inde. Dans les campagnes, ce salaire, beaucoup d'hommes sont loin de le gagner. Pourtant, ils prennent des risques encore plus élevés. À Samsi, une centaine de familles vivent encore d'un métier qui demande beaucoup de sang-froid. Les hommes sont chasseurs et charmeurs de serpents. Attends, regarde. Regarde, comme ça, fais comme ça. Tu as vu? Allez, vas-y, mords-moi si tu peux. Ali, le chasseur le plus expérimenté du village, enseigne au dernier de ses 6 enfants comment charmer le cobra. Il en va de la survie future de la famille. J'habitue déjà mon fils de 3 ans au cobra. Comme ça, il pourra faire des spectacles dès l'adolescence. Le venin du cobra provoque la mort en quelques minutes. Celui du cobra royal est tellement toxique qu'une seule morsure peut terrasser un éléphant. Il n'y a pas de risque pour mon fils. Sinon, je ne le mettrais pas si près du serpent. Je sais exactement à quel moment il va attaquer. Et il attaque seulement quand on l'agresse.
Là, le cobra est calme. Il prend le soleil. Mon fils est calme aussi. Il apprend. Ça lui donne du courage et de la confiance en lui. Il y a encore 6 ans, Ali et les villageois gagnaient bien leur vie avec les serpents. Ils vendaient le venin au laboratoire qui fabrique l'antidote. Toute la communauté se partageait les gains. Mais l'État a repris à son compte le commerce du venin et interdit de capturer, détenir et de charmer des cobras. Dans un recoin du village, les restes de la grande époque. Vous voyez ces cages? Elles étaient remplies de cobras. Tout ça, c'est fini. Notre métier est mort. Nous, les charmeurs, c'est le cobra qui nourrit nos familles. On n'a même plus l'autorisation de vendre au gouvernement l'antivenin, alors qu'on sait le fabriquer. Et c'est grâce à ça qu'on vivait. Chaque fois que je vois ces cages vides, je n'endors pas de la nuit. Ils ont tout gâché. Ils ont brisé nos vies. Si la police l'arrête avec des serpents, Ali risque une forte amende, voire de la prison. Hé, petit bout, tu veux du thé? Attention, c'est chaud. Hein. Mais avec 6 bouches à nourrir, il a depuis longtemps bravé l'interdiction du gouvernement. Cette nourriture dans nos assiettes, c'est grâce au spectacle avec les serpents que je peux l'acheter. Il n'y en a déjà pas beaucoup. Et si j'arrête, ma famille meurt de faim. Je ne sais rien faire d'autre de toute façon, comme tout le village. Et si on ne peut plus exercer notre art, il restera 2 solutions. Aller mendier ou prendre les armes contre le gouvernement. Ali et les hommes du village en ont choisi une 3e. Continuer de chasser au nez et à la barbe des autorités. Ils sont une dizaine d'hommes ce matin à aiguiser leur bêche à cobra. Quand ton père part à la chasse, tu as peur pour lui? Non. Peur de quoi? Peur qu'il se fasse mordre par un cobra? Impossible. C'est le meilleur. Messieurs, notre destin est entre nos mains. Souhaitons que la chasse soit bonne. J'espère que vous n'avez pas le ventre vide, car il va falloir creuser dur. Dans les rizières qui entourent le village, la récolte bat son plein. Les rongeurs y pullulent, attirant sur eux leurs pires prédateurs. Les cobras chassent les rats jusque dans leur terrier. Il y a des traces, je vois des traces. Là où passe le cobra, il laisse une empreinte dans la terre. Tu la vois parfaitement ici. La trace est fraîche. Ça signifie qu'il est passé par là il y a peu de temps. Sans cela, impossible de pister le serpent. Cette terre est dure comme de l'acier. Ali dirige la chasse. Il intervient seulement pour capturer le serpent. Les hommes s'épuisent depuis 40 minutes lorsqu'une mue de cobra apparaît. Mais Ali sait que l'animal est déjà loin. Il a filé par là ou déjà là-bas? La chasse est partie pour durer des heures.
Regarde là. Il n'y a pas quelque chose sur le côté? Il y a un serpent là, c'est sûr. Regardez, il est là. Poussez-vous, poussez-vous. Je vais l'attraper. Recule, recule. Attention, il va attaquer. Mais non, t'inquiète pas. Laisse-le partir, laisse-le partir. Ce n'est pas un cobra, mais il est quand même très venimeux. Laisse-le, laisse-le. Ce type de serpent ne regarde pas les hommes dans les yeux pendant les spectacles. C'est pas comme un cobra que j'arrive à faire danser. Allez, allons creuser. Il faut qu'on attrape des cobras. Le temps joue contre eux. En fin de matinée, la chaleur sera écrasante. Les cobras s'enfonceront alors profondément dans les galeries. Pour allier ces hommes, la tâche se complique. À côté de Dambad, à la sortie de la mine de Kusunda, c'est un western des temps modernes qui se joue. Les diligences ont pris la forme de ces camions. Et les bandits, celle de cette bande d'ados. Ils convoitent le chargement transporté dans les bennes. Ce n'est pas de l'or, mais un minerai bien plus précieux à leurs yeux. Du charbon. Arrête-toi! Arrête-toi! Allez, on se fait celui-là. Sa première attaque de camion, Bablou l'a faite avec son père, à l'âge de 13 ans. Dans sa famille, on est voleur de charbon depuis 3 générations. À 18 ans, c'est maintenant un chef de bande respecté. Allez, aidez-moi. On ramasse. Venez m'aider. En général, on se fait entre 3 et 5 camions par jour. Pas plus que ça? Si, il y a des jours, on peut en attaquer le double. On fait tomber le maximum de charbon. Si le camion est chargé à ras-bord, on remplit 3 ou 4 paniers. Dans la bande, chacun a son rôle. Les grimpeurs pillent le chargement. Allez, allez, ramassez! Les moins agiles remplissent les paniers. Comme Sadjan, 8 ans, le petit frère de Bablou. Et leur oncle, Indra. Les jeunes font tomber le charbon, moi je l'évacue. Avant, je montais sur les camions, mais maintenant la relève est là. Moi, je m'occupe plus que de le ramasser. Par compassion, la plupart des chauffeurs s'arrêtent. D'autres ne ralentissent même pas. L'autre jour, un garçon a été tué ici. Que s'est-il passé? Un camion a été lancé à pleine vitesse. Il a essayé de monter dessus et puis il a été écrasé. Ralentis, ralentis, arrête-toi. Il y a beaucoup d'accidents. Tu ne sais pas quand ça va arriver. Aujourd'hui, par exemple, je pourrais tomber d'un camion. Tu sais, à la moindre petite erreur, tu glisses, tu tombes et t'es mort. Je me fais souvent peur, mais j'ai pas le choix. On n'a que ça pour vivre. Certains jours, le risque ne paie pas. En 2 heures, les petits voleurs n'ont amassé que quelques dizaines de kilos. Bablou décide de changer de tactique.
Le seul moyen pour récupérer un maximum de butin est de mettre la main à la poche. Donne-lui de l'argent. Je lui donne 2 euros, ça va? Hé, attends encore un peu. Allez-y. Allez-y encore. Tu bouges pas. Hé, toi, tu ne démarres surtout pas. C'est bon, il bouge pas. Allez, on continue. La bande doit évacuer le charbon au plus vite. C'est la fin de matinée, l'heure à laquelle passent généralement les gardes de la mine. Allez, ramassez tout ça. Vite. Ça, c'est une très belle prise, tu vois. Comme on a soudoyé le chauffeur, on en a fait tomber beaucoup. Maintenant, on va ramener tout ça à la maison. Et commencer à le faire brûler. La colonne des gueules noires prend la direction du village. Un kilomètre de marche à pied, avec 50 kilos sur la tête pour les plus costauds. Maintenant, on va trier le charbon et le faire brûler. Mais ce sont de très gros morceaux. On va les éclater à la baramine. À l'état brut, ce minerai n'intéresse que les centrales électriques ou l'industrie. Pour en faire du charbon domestique, il faut le faire brûler pendant de longues heures. Des centaines de familles vivent de ce commerce. Peu à peu, la fumée avale le village. Mon rêve, c'était de faire des études et devenir joueur de cricket. Mais comme je viens d'une famille très pauvre, je n'ai pas pu le réaliser. Mon père faisait la même chose que moi. Il n'a pas pu me payer d'études et m'a petit à petit appris ce boulot. Depuis mon enfance, je n'ai rien connu d'autre que cette foutue poussière et cette fumée. Ce village n'est répertorié sur aucune carte. Il n'a même pas de nom. Officiellement, il n'existe pas. Il s'est construit au fur et à mesure que les gens arrivaient. Plus de 1500 personnes vivent ici, dans des maisons en terre. Seule la famille de Bablou, arrivée la première il y a 80 ans, vit dans une maison en briques. Moi, je suis né ici. Je suis né dans cette maison. Toute sa garde-robe pend sur ce fil. Le reste de sa vie tient dans cette malle. Je voudrais avoir une grande maison pour que toute la famille puisse habiter ensemble. Que mes frères et sœurs aient des chambres séparées. Que ma femme et moi, nous ayons une chambre à nous. On n'a même pas de lit, pas de canapé, rien. Je rêve d'avoir une télé et un ventilateur. Mais c'est impossible, je suis beaucoup trop pauvre. J'ai rien de tout ça chez moi. Le vol et la vente de charbon permettent à Bablou de nourrir les 10 membres de sa famille. Mais le prix à payer est lourd.
La transformation du charbon lui ronge la santé. À Calcutta aussi, les corps sont mis à rude épreuve. Dans le quartier des commerçants, les hommes chevaux dorment où ils peuvent. Si on a chargé la marchandise la veille, il faut surveiller le chariot. On pourrait nous le voler. Ça représente des milliers de roupies qu'il faudrait rembourser aux commerçants. C'est aussi pour ça qu'on dort ici. Et c'est très pénible. Regardez autour de vous. On dort par terre, il y en a partout. Regardez. De toute façon, aucun d'entre nous n'a de logement à Calcutta. Au petit matin, parfois la fatigue est telle que certains n'ont plus la force de charger. Comme Bindeshwar. Solidaire, ses camarades ont pris le relais. Tant que j'en ai la force, je continuerai ce boulot. Le jour où j'en peux plus, je rentre à la maison. Mon rêve, ça serait d'acheter un peu de terre avec l'argent gagné ici, mais c'est très cher. Voilà, c'est ça mon rêve. Un jour, retravailler la terre. La fatigue de Bindeshwar a fait perdre un temps précieux aux hommes chevaux. Il est déjà 8h30. Allez, dépêchez-vous, on est très en retard. Et ils ont interdiction de circuler après 8h du matin. Cela crée trop de problèmes dans la circulation. C'est parti, on avance. Allez, bougez de là! Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Avant, il y avait beaucoup plus d'embouteillages à cause des chariots. Mais au fur et à mesure, les autorités l'ont compris et ça s'est un peu amélioré quand ils ont réglementé la circulation. C'est une grande ville ici. Il y a un vrai problème avec ces chariots. Ça ne devrait plus exister et encore moins circuler ici. Le monde évolue partout et nous, on a encore des hommes chevaux. Hé les gars, il y a trop d'embouteillages ici. Qu'est-ce que vous foutez là? C'est vous qui foutez la merde. Vous bloquez tout le monde. Mais pourquoi vous nous emmerdez comme ça? Détestés des chauffeurs de taxi, ils sont aussi des proies idéales pour quelques policiers sans scrupules. Surtout quand ils ne respectent pas les horaires. Parfois, ils veulent même saisir notre marchandise. On est alors obligé de payer un bakchich. C'est vous qui payez ou c'est votre patron? Bien sûr que c'est nous qui payons. Ça va direct dans la poche des flics. Avancez, bon Dieu! D'ordinaire, leur journée s'achève vers 18h. Mais ce soir-là, les hommes chevaux redoublent d'efforts. Pas question de partir en retard une seconde fois et risquer une forte amende. On finit de le charger.
Comme ça, on prend de l'avance pour demain. Et après, on va aller manger quelque chose et dormir. La recette de la journée est répartie tous les soirs équitablement entre les 5 hommes. Même Taj, le patron, ne touche pas plus que ses ouvriers. Tiens, c'est pour toi. Aujourd'hui, j'ai gagné 7 €. C'est pas mal. Et j'envoie quasiment tout à ma famille. La plupart de ces hommes ne font qu'un seul vrai repas dans la journée, le soir. Ça fait 1 mois et demi que je suis là. J'ai déjà réussi à envoyer beaucoup d'argent à ma famille. C'est pas simple. Parfois je gagne 2 € par jour, parfois 4. Le plus dur, c'est quand tu gagnes rien parce qu'il n'y a pas de marchandises à transporter. Quand je gagne rien, je ne peux même pas manger. Moi, ça fait 10 ans que je suis ici. Avant, je tirais le chariot aussi. Mais c'est fini, comme tu as vu. Je m'occupe de gérer la circulation. Ce travail me tue à petit feu. Le soir, je suis brisé. D'ailleurs, ma famille ne voulait pas que je vienne. Cette vie ne me rend pas heureux, mais je n'ai pas le choix. Les hommes chevaux sont voués à disparaître. Ils renvoient l'image d'une société sous-développée que l'Inde émergente tente de gommer aux yeux du monde. La fournaise s'est abattue sur les rizières de Samsi. Il fait maintenant 35 degrés. Ali et ses hommes ont parcouru 15 km. Et toujours pas de cobra. Creusez, les gars. Il y a 2 galeries, regarde. Ouais, j'en vois une qui part à droite et une qui part à gauche. Ah, il y a un cobra là-dedans, c'est sûr. Mais il va falloir creuser dur. Ça y est, je le vois. Le soleil les éreinte, mais il est un allié précieux quand il s'agit d'éclairer la tanière du cobra. Il est enroulé. Allez les gars, creusez encore. Comme ça, c'est bien. En ma présence, personne ne touche au serpent. Ils vont s'écarter et je vais le capturer. C'est à moi d'affronter le danger. Regarde comme il siffle. Il est très énervé. Enlève ta main, il va attaquer. Ali est face à un gros mâle de plus d'1,70 m. Les Indiens l'appellent Naja, cobra à lunettes, à cause du dessin qu'il a dans le dos.
Poussez-vous, laissez-moi l'attraper. Tenu par la queue, le Naja n'a pas la force de se relever, ni d'attaquer. Par respect pour l'animal, Ali se présente à lui. Tu aimes bien danser, toi, hein? Allez, danse pour moi. C'est dangereux, un cobra, mais je n'y pense jamais. Une fois capturé, je le considère comme mon propre enfant et je le traite comme tel. Je joue avec lui, je le nourris et je l'éduque. Reste bien droit, voilà. Reste calme. Comme ça. Dans les campagnes, les cobras font des milliers de victimes chaque année. Pourtant, les paysans ne cherchent pas à s'en débarrasser. Bien au contraire. En Inde, ils le vénèrent comme un dieu. Le cobra est le gardien des sources, des rivières et des lacs. Il est symbole de vie et de fertilité. Ils en ont un autre! La chance leur sourit. Celui-ci traversait un champ à découvert. En cas de morsure, le venin du cobra paralyse les muscles en quelques minutes. Les hommes comme les bêtes meurent étouffés. Il existe un antidote, mais aucun chasseur n'en possède. C'est bien trop cher. Ali a sa propre méthode. Il a déjà sauvé plusieurs vies. En cas de morsure, la mort vient très vite. Quand un chasseur se fait mordre, je lui fais immédiatement un garrot. Et j'ouvre avec une lame de rasoir l'endroit de la morsure. J'extrais le venin en pressant sur la plaie. Ça arrête tout de suite sa propagation dans le corps. L'Inde compte une vingtaine d'espèces de serpents venimeux. On l'appelle serpent-rat. On s'en sert dans les spectacles pour attirer les gens. Tiens-le bien. Attrape-le par la tête. Selon Ali, le venin de ce serpent est aussi puissant que la force qu'il dégage. Même à 4 mains, il est difficile à maîtriser. C'est une bonne journée. C'est le 4e qu'on attrape. Il y a des jours, on a beau fouiller tous les trous, on a beau retourner la terre, on rentre bredouille. On va pouvoir nourrir nos familles. Dieu nous a porté chance. Par solidarité, les 4 serpents seront donnés aux familles dont les reptiles sont morts. Dès demain, Ali prendra la route. Cobras et serpents-rats hypnotiseront le public. À la nuit tombée, la mine de Kusunda prend des allures de volcan en éruption. Chaque feu désigne une famille, comme celle de Bablou. Toutes transforment le charbon brut en charbon domestique. Soyez vigilants, les gars. Faites attention à ce que vous faites.
T'inquiète pas, on a l'habitude. Toi aussi, concentre-toi. Quand le charbon aura entièrement brûlé, il va passer de l'état brut au stade de petits bouts. Il faut le couvrir progressivement et le laisser se consumer. Dans quelques heures, ça sera prêt. Et on laissera refroidir le tout. Bablou brûle son charbon tous les 2 jours. Il passe des nuits entières à en respirer les fumées toxiques. Au fil du temps, elles attaquent ses poumons et ses yeux. On tombe souvent malade, alors il faut voir un docteur. Comme je fais ça depuis des années, c'est certain que ma santé ne doit pas être très bonne. Il va rester combien de charbon au final? Là? Moi, je dirais 400 kilos. Non, il y aura 250 kilos à peu près. Peu avant l'aube, Bablou est rentré dormir quelques heures. Loin des brasiers, il fait à peine 5 degrés dans sa maison. La nuit a été courte et glaciale. J'ai mal partout. Je suis crevé, mais il faut qu'on aille bosser là. C'est encore trop chaud. Il va falloir le laisser refroidir un peu plus. On va m'amener mon vélo et on commencera à charger les sacs. Tu as vu comme ça a réduit? Et s'il reste des trop gros morceaux, on va les éclater au marteau. C'est un travail d'acharné. Mais bon, au moins on va gagner un peu d'argent avec tout ça. On va au moins remplir 5 sacs. Rempli à fond. Ça va nous faire 250 kilos en tout. Ils ont 5 km à parcourir avant d'atteindre Dambad, surnommée la capitale du charbon. Au fur et à mesure qu'ils avancent, Bablou est nerveux. Attention, il y a la police. Aux yeux des policiers, Bablou n'est ni plus ni moins qu'un voleur. Il fait rarement de la prison, mais le racket est monnaie courante. Ce jour-là, il passe sans encombre. Voilà déjà 1 heure qu'ils poussent leurs 250 kilos de charbon. On fait ça plusieurs fois par semaine. C'est épuisant. J'ai mal partout, là, t'imagines même pas. Mais bon, faut continuer. Le plus gros client de Bablou est un petit restaurant de ce quartier pauvre. Il lui achète la quasi-totalité de sa production. Je le vends 2 € le sac. C'est le moment que je préfère. La récompense après beaucoup de travail.
Si un jour j'ai des enfants, je ne voudrais pas qu'ils fassent ça. Je ne voudrais pas qu'ils travaillent aussi dur. Je voudrais pouvoir leur payer des études. Difficile d'imaginer la descendance de Bablou faire un autre métier. Depuis 3 générations, tous les hommes de la famille volent et revendent du charbon. Dès les premiers rayons du soleil, les charmeurs de serpents sortent leurs reptiles. L'animal a le sang froid. Sans cette chaleur, c'est la mort assurée. La joie est dans toutes les maisons. Dans quelques heures, le spectacle commence. Mon petit-fils aussi attrapera des serpents, comme toute la famille avant lui. Il deviendra charmeur de serpents et jouera de la flûte. Lui aussi, il fera danser les cobras dans les spectacles, comme mon grand-père l'a appris à mon père, qui me l'a appris. Je lui enseignerai notre art. Notre vie d'artiste n'est pas sans risque, ça reste dangereux. Je connais plein de charmeurs qui sont morts, mordus pendant leur show. On est obligé de prendre des risques. L'attraper, le montrer, crois-moi, c'est sacrément osé. Dans quelques mois, l'hiver s'installera. Il sonnera le grand départ. Les charmeurs de serpents partiront jouer leur spectacle dans toute la région. Ali prendra la direction du Népal, où les montagnards sont généreux avec lui. Dans ces hautes contrées, il voit peu de cobras. Le reste de l'année, les saltimbanques donnent une quinzaine de spectacles par mois dans les villages alentours. Approchez, approchez, venez voir des serpents. Ce n'est pas une blague, venez voir des cobras. Des comme ça, vous n'en avez jamais vu. Allez, applaudissez, applaudissez. Et vous pouvez commencer à donner. Allez, sors de là. Doucement, doucement. Attends, attends, calme-toi. Allez, attaque. Comment tu vas faire pour me mordre, hein? Allez, réessaye encore une fois. Soyez généreux, mes frères et sœurs. Allez, donnez, donnez. Des roupies, du riz. Et on va vous montrer un gros serpent. Regardez, regardez bien ce serpent. Allez, sors un peu de ta boîte, toi. Redresse-toi. Voici un des pires prédateurs de la jungle. On l'appelle le King Cobra. S'il vous mord, il vous réduit en poussière. Instantanément. Et maintenant, je vais vous jouer de la flûte. Je vais ouvrir toutes les boîtes et les cobras vont danser pour vous. Ah, merci l'ami. Il me donne 40 roupies. 40 roupies. Allez, encore. Et regardez, encore 10 roupies. Allez, qui d'autre? 800 000 familles vivent des spectacles de serpents en Inde. Une tradition vieille de 10 siècles que l'État, comme pour les hommes chevaux, tente de faire disparaître au nom de la modernité. Ce jour-là, Ali a gagné 6 € et 1 kilo de riz. De quoi nourrir sa famille pendant quelques semaines.
Sur les rivages d'Acapulco, la célèbre cité balnéaire mexicaine, une soixantaine d'hommes gagnent leur vie en jouant les intrépides du haut de cette falaise. On est prêt. Un peu nerveux, mais on va plonger de la falaise. À 35 mètres de hauteur, chaque saut peut être fatal. Ces plongeurs de l'extrême habitent les quartiers pauvres dans les hauteurs de la ville. José trompe la mort depuis 30 ans et il a initié toute sa famille à ce métier hors du commun. La mère de José ne les laisse jamais partir au travail sans ses baisers protecteurs. Je demande beaucoup à la Vierge et à Dieu pour que tout aille bien. Je lui demande qu'elle les protège lors de leur plongeon parce que c'est dangereux. Je suis toujours très émue et très fière de toute la famille. Que Dieu soit avec vous, que la Vierge vous protège. Même après 30 ans d'expérience, José, le père de famille, garde l'appréhension de ses débuts dans le métier. On a quand même toujours le vertige, la peur de l'altitude. Le vrai risque quand tu rentres dans l'eau, c'est de te cogner et de te blesser. José et les siens ne plongent pas devant les touristes par plaisir. C'est leur seul moyen de gagner de l'argent. Le premier saut se déroule à 28 mètres du sol. José n'a pas sauté à l'aveugle, loin de là. Avant de s'élancer, les plongeurs attendent la vague. Elle fait passer le fond de 4 à 6 mètres. 2 petits mètres, qui évitent qu'il ne s'écrase au fond de l'océan. Une fois sous l'eau, les plongeurs opèrent un virage rapide. Bizarrement, quand sa fille Iris a commencé le métier, pour José, le plus dangereux n'était pas qu'elle se jette dans le vide. La première fois que je suis venue ici, voir mon papa, j'avais 4 ou 5 ans. J'ai vu ce qu'il faisait et j'ai aimé ça. Je voulais imiter mon papa. J'avais peur qu'elle tombe. Le plus dangereux, c'est d'escalader en fait. C'est plus difficile de grimper sur les rochers que de plonger. C'est au tour de son gendre Alexis de s'élancer. Mais cette fois-ci, de 35 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Quand tu arrives en haut, les pieds au bord du précipice, tu ressens la peur et le stress. Et tu espères que tout se passera bien.
Alexis entre dans l'eau à près de 90 km/h. « 67 plongeurs se partagent la falaise depuis plus de 80 ans. En 1934, on a commencé à sauter de 1 mètre, 2 mètres, et le public leur lançait des pièces. On n'est pas beaucoup à se lancer de cette falaise, c'était la première. C'est une tradition. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un travail. Je subviens aux besoins de ma famille, mes enfants, ma mère, tout le monde en profite. J'essaye de faire du mieux possible. Le Mexique est la 8e puissance commerciale du monde. Le pays a de nombreuses ressources, pétrole, gaz, minerais. Mais ils ne sont qu'une poignée à profiter de ces richesses. Ces inégalités sont flagrantes à Mexico. La capitale est débordée par ses 20 millions d'habitants. Une grande partie de la population vit dans la misère, cherchant à survivre par tous les moyens dans cette mégapole à 2 vitesses. Pour échapper à la pauvreté, cet homme exerce un métier aussi dangereux que repoussant. Il est scaphandrier dans les égouts de Mexico. Dans les campagnes, certains travaillent toute une vie comme des forçats pour s'en sortir. Cette famille de briquetiers se tue à la tâche pour un rêve, celui d'un avenir meilleur pour les plus jeunes. Ma fille veut continuer à étudier. Si Dieu veut qu'elle réussisse ses études, tant mieux. Plonger avec ces hommes forts et courageux, prêts à donner leur vie pour une poignée de pesos. Mexico est l'une des villes les plus polluées du monde. La capitale est incapable de faire face aux tonnes de déchets issus d'une démographie galopante. L'eau potable, elle-même, est contaminée par les eaux usées qui s'échappent d'un réseau vétuste, d'un autre temps. Les machines seules ne parviennent pas à combattre ce fléau. Un homme plonge quotidiennement dans les égouts pour nettoyer les pompes obstruées par les déchets. Checa la presión de los tanques, por favor. Batería, agua, umbilical, ganchos. Julio César Camara, 55 ans, est le scaphandrier des égouts de Mexico. Un métier unique au monde. Dans cette station de drainage, il y a beaucoup de poubelles, donc on va vérifier ça, surtout après toute la pluie qu'il y a eu. On va faire une inspection. Le drainage des égouts de la ville de Mexico, c'est vraiment spectaculaire. C'est une grande œuvre d'art des ingénieurs. Le problème, c'est les poubelles. Si ici à Mexico, on ne jetait pas les poubelles dans la rue, il n'y aurait jamais d'inondation. On n'aurait pas besoin de déboucher. L'eau coulerait sans aucun problème. Ces collecteurs d'eau usée sont de vrais bouillons de culture. Cette eau est dangereuse. Il y a de tout dans cette eau. Des déchets chimiques, des animaux, des humains. Cette eau est trop polluée. Si je n'utilisais pas ce scaphandre, cette combinaison sèche, je me mouillerais et j'avalerais de l'eau. Ce serait presque ma mort assurée. Je suis un peu nerveux, je ne sais jamais ce que je vais trouver.
Sí, fuerte y claro. Para que me escuches, ¿ya vamos a bajar? On a cherché, mais j'ai jamais trouvé. Personne au monde ne plonge dans les égouts comme moi. Listos. Te la voy a subir tantito, están 130. Llévame a 140. Aguanta. Vámonos. Cuida el umbilical, por favor, que no se enrede con la canastilla. Ok, aquí lo cuidamos. Un cordon ombilical lui permet de respirer et de communiquer avec la surface. Estoy fuera de la canastilla. Sí. Necesito el muro. Sí, a tu derecha. Purga. No veo. Vale, voy para abajo. Vas para abajo. ¿Algún borde sobre el colado o algo? No. Me falta más, estoy luchando para mantenerme abajo. Ah, ok, copiado. Le récurage se fait par 18 mètres de profondeur. Mira, ahorita estoy checando, encontramos piedras. Aquí solo, tiene como un materialito, no sé qué sea, creo que es el producto químico. Te mueves y mira. Aquí estamos. Ici, on est un peu stressé parce que lui est sous l'eau et on ne peut pas savoir ce qui se passe. On ne sait pas comment il se sent, donc il continue à parler pour qu'on sache tout le temps qu'il va bien. S'il arrête de parler, c'est qu'il lui arrive quelque chose. Souvent, il chante et comme ça, il nous rassure et nous transmet sa confiance. Et on sait que tout va bien. Pero una que me guste. ¿Cuál quieres que te cante, José? No, esa que dice, bajo el mar, la de la sirenita. Esa no me la sé, no me sé esa canción de por debajo del mar. Debajo del río. A ver, alto. Ok, es que estoy dejando mi huella, estoy poniendo mi nombre. Todo lo que se les ocurra. Tout ce que vous pouvez imaginer, je l'ai trouvé là-dessous. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est une tête de cochon. Elle faisait 4-5 mètres d'épaisseur, car elle avait gonflé. J'ai aussi trouvé des carcasses de voitures, des appareils électroménagers. On trouve de tout ici. Julio reste rarement plus de 20 minutes au fond des égouts. Bájame otra vez, está más rico allá abajo que aquí arriba. Échate uno clavado. Me eché un brinco desde aquí, tú. Après chaque plongée, l'équipement est désinfecté. Aucune goutte de cette eau sale ne doit entrer en contact avec sa peau. Ce qui me fait le plus peur dans mon travail, c'est que le cordon se casse et que je n'ai plus d'air. Ça, c'est un des gros problèmes que je peux rencontrer. Je peux rester coincé ou un gros objet peut me tomber sur la tête. Le travail est dur, physiquement très dur. Sa prochaine plongée va se dérouler dans une zone qu'affectionnent les tueurs de Mexico pour dissimuler leurs cadavres. À 500 km de là, sur les falaises d'Acapulco, les plongeurs de haute voltige prennent soin de leur outil de travail. 1, 2, 3, 4. Alto, los pies juntos, rodillas juntas, manos, 1. Iris, 22 ans, la fille de José, joue les coachs sportifs. 8, 9, 10. 1, alto, los pies separados a la altura de los hombros, 1. Même s'il a de l'expérience, José est vigilant avec son corps. À 45 ans, il n'a plus la même force. 5, 6,
On arrête de plonger quand on pense qu'on a pris trop de poids, qu'on devient trop vieux. L'impulsion doit te propulser à 3 ou 5 mètres de la falaise. Avec l'âge, on n'a plus la force. Rester concentré. Ne jamais dévier. Et entretenir sa musculature comme une armure sont les règles pour rester en vie. Le corps d'athlète d'Iris l'a sûrement sauvé après une mauvaise réception lors d'un plongeon à 28 mètres. Je me suis blessée au dos, à la colonne vertébrale, donc j'ai peur de plonger et de ne plus pouvoir marcher. Ma chute a été forte, ma colonne a fait comme un accordéon. Tous les muscles de mon dos ont enflé. Maintenant, plonger c'est trop dangereux pour moi. Je risque d'être handicapée à vie. Au quotidien, les petits bobos sont nombreux. Après l'entraînement, José accompagne son fils chez le médecin. Le jeune homme de 19 ans s'est blessé en plongeant. La salle d'attente rappelle à José le pire accident qu'il ait eu. Une fois, j'ai touché des pierres au fond de l'eau et je me suis fait une entaille ici, d'au moins 10 cm. C'était impressionnant. Une plaie ouverte de 10 cm. Mais on n'a eu que des petites blessures, jamais d'accident mortel. Son fils plonge au minimum 70 fois par semaine. Un régime intensif qui met ses tympans à rude épreuve. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Me está doliendo el oído. La verdad, tuve un accidente en el oído y tengo... ¿Un accidente qué, perdón? En el oído. Lo tengo inflamado, no puedo comer, me está doliendo la parte de la mandíbula. ¿Usted es clavadista? Así es practicante, pues. Ah, ok. De la agrupación. Pasa directamente con la rodilla. Plongeur, une vieille histoire de famille. Dans les années 30, le père de José faisait lui-même partie des premiers voltigeurs d'Acapulco. Ça, c'est mon père. C'est mon papa quand il a plongé pour la dernière fois. C'était le 60e anniversaire de la falaise. Ça, c'était lors d'un championnat de jeunes. Mon frère a gagné. Moi, je suis arrivé deuxième. Et lui, là, troisième. Ici, c'est ma fille, Iris, quand elle a battu le record Guinness. Parce que c'était la plus jeune à plonger de 18 mètres. Pour moi, ce fut une surprise qu'on me donne ce livre. Et je ne savais pas non plus que le gouverneur allait venir et me remettre un prix, entouré de toute ma famille. Le dernier né de la famille, Yann, 10 mois, a un avenir tout tracé. Même si son père, Alexis, aimerait changer le destin familial. J'aimerais bien voir mon fils plonger, mais en même temps, ça me fait peur. Franchement, je ne souhaite pas le voir plonger de 28 ou 35 mètres. C'est quelque chose que je n'espère vraiment pas. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il étudie et choisisse un autre sport. Alexis est devenu l'un des meilleurs plongeurs d'Acapulco. Il a pris la relève de son beau-père, José. A las 7:30 empieza la primera, cobramos 40 pesos por persona. Dos. ¿No hay descuento? No, jefa, todas las misiones. Trop vieux pour plonger tous les jours, José n'assure plus le spectacle qu'1 jour sur 2. Le reste du temps, il gère la billetterie auprès des touristes. Ici, à Acapulco, le tourisme est saisonnier. En ce moment, pendant les vacances d'été, ça marche un peu mieux. On peut arriver à gagner entre 100 et 150 euros en 15 jours. Mais en saison basse, on gagne environ 80 euros. Ça dépend du nombre de spectateurs. Ce soir-là, Alexis, le beau-fils de José, a le privilège de clore le spectacle. Les plongeurs assurent 5 shows par jour. Le dernier aura lieu en pleine nuit.
Tout va bien. Un peu nerveux, mais ça va. Ce soir, c'est Alexis qui aura le privilège de réaliser l'ultime plongeon nocturne. Le plus dangereux. C'est aussi le plus rentable. Alexis va, grâce à ce saut, récolter la moitié des pourboires. « 19h. Sur l'aire de Mission Impossible, les 9-12 ans ouvrent le spectacle avec des sauts à 18 mètres. Suit le périlleux plongeon en tandem à 28 mètres de hauteur. C'est l'heure du saut à 35 mètres. Avant de s'élancer, Alexis attend la vague. Et ses 2 mètres d'eau supplémentaires qui l'empêchent de s'écraser sur les rochers. C'est vraiment spectaculaire. Mais c'est vraiment très dangereux. Ils le font tellement bien. C'est des professionnels. Ah oui. Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos el grupo de clavadistas. En esta ocasión aquí estamos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, o si creen que merecemos alguna propina por nuestro trabajo, amigos, aquí estamos con lo que ustedes gusten apoyarnos. Gracias, amigo. Gracias por su visita, amigos. Desde mero arriba. Pues sí da miedo, da nervios, mucha adrenalina, pero pues se va acostumbrando, ¿no? Uno a vivir con eso, con la adrenalina, con el miedo. Y pues poco a poco nos vamos, como te digo, nos vamos acostumbrando a ello y no te digo que se nos quita al 100%, pero sí se nos llega a quitar un poco. Sí, mucha concentración. Diferente, ya sea mortal al frente. Alexis est avenant avec les touristes, Vuelta y media, clava, claro, por supuesto. se prête au jeu des photos, sourit, mais le risque paie de moins en moins. En tout et pour tout, il a gagné 2,50 € de pourboire. Le jeune homme espère bien se rattraper avec les sauts de nuit. Devant le danger que représentent ces plongeons sans visibilité, les touristes sont souvent plus généreux. Je prie la Vierge pour qu'il ne m'arrive rien. Je prie aussi pour mes collègues, pour que les plongeons se passent bien et qu'il n'y ait pas de problème. Si quelque chose de mauvais devait arriver, je lui demande qu'elle nous protège, pour que l'accident ne soit pas trop grave. Je suis content, tout s'est bien passé. Une fois de plus, je suis en vie. Je peux recommencer. Je suis prêt à faire un autre plongeon. En additionnant les pourboires des 5 sauts de la journée, Alexis a gagné 10 €. De quoi nourrir sa famille. Certains plongeurs, eux, sont obligés de cumuler plusieurs métiers pour survivre.
À 200 km de Mexico, des hommes soulèvent des tonnes de terre à la force des bras. Dans les montagnes de l'état de Guerrero, les faiseurs de briques n'arrêtent jamais de travailler. La dureté du travail se retrouve à chaque étape de la fabrication qui commence à l'aube. Ici, rien n'a changé depuis 11 000 ans. Les gestes de ces ouvriers sont les mêmes que leurs ancêtres aztèques, à part peut-être la brouette. Javier, 45 ans, est le propriétaire de cette briqueterie. C'est le début du travail. Il faut creuser la boue. Après, on l'emporte dans les puits, où on fait le mélange. Ça, c'est vraiment dur. Tu passes toute la journée à piocher. Confectionner des briques demande plusieurs étapes exténuantes. Après avoir récupéré la terre, il faut la mélanger à de la sciure pour qu'elle reste compacte. Puis une fois moulée, il faut attendre qu'elle sèche en la retournant sur chaque face, et ce, sur des milliers de briques. Pour ces hommes, la fatigue est permanente. On retourne la terre. C'est 5 à 6 passages. On le fait 6 fois. Ça aussi, c'est vraiment dur. Beaucoup se blessent avec cette houe. Et même se coupent des orteils. Quand t'as pas l'habitude, ou que tu fais pas gaffe. Une fois les briques sèches, Javier et ses hommes les empilent pour constituer un four. Un petit édifice de 20 000 briques. On n'arrête pas de bosser toute la journée. En fin d'après-midi, ça commence vraiment à faire mal au dos. Ça fait mal. C'est très fatigant. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce travail, tous les jours. 20, 22 ans. Je connais ce travail depuis que je suis tout petit. C'est mon père qui m'a appris. Depuis l'âge de 10 ou 12 ans, je suis ici et j'aide mon père. La construction du four leur prend près d'une semaine. C'est un travail très noble. On ne gagne pas beaucoup, mais au moins, on n'a pas besoin de partir ailleurs pour chercher du travail et subvenir aux besoins de sa famille. On est ici tous ensemble. Dès qu'il revient de l'école, Juan, son jeune fils, donne un coup de main à la briqueterie. Seule Brigitte, la petite dernière, échappe à cette corvée. Elvira, sa femme, quant à elle, ne fait plus que de menus travaux. Quand j'ai commencé, je l'aidais à porter des briques. J'avais mal aux hanches, j'avais trop chaud. C'est dur pour une femme. On s'est connus à l'école. Il m'a invité ici à sa briqueterie, au travail de son papa. C'est là qu'on a commencé à être ensemble.
A llevar. Le travail se fait en groupe. Les enfants, moi, on ne l'a jamais laissé tout seul. Tous ensemble. Tout le monde y met son petit grain de sable. Sí. Digo de una vez. Ya son las 11:30. Mientras remojas eso, que se... Sí, porque ya es tarde. Javier est levé depuis 6 heures du matin. Le déjeuner est la seule pause de sa journée. De ce travail, il ne tire qu'une seule satisfaction. Ici, nous avons au moins l'avantage d'être propriétaires. Le terrain nous appartient. On ne paye pas de loyer. Tout ce qu'il y a ici, je l'ai fait moi-même. Les matériaux, les murs, tout ce qui est ici, grâce à Dieu, c'est nous qui l'avons fait. Une vie à la dure, sans électricité et sans eau courante. L'État de Guerrero est l'un des plus pauvres du Mexique. Les infrastructures sont quasiment inexistantes. Javier et les autres bricotiers de la région ont dû créer leur propre réseau d'eau. Seul problème, les familles doivent se partager les tuyaux. Je vais monter là-haut pour connecter le tuyau d'arrivée d'eau et l'utiliser pour la cuisine. Deux fois par semaine, Javier parcourt 2 km en montagne pour se raccorder à la source. Voilà, le tuyau part d'ici. On le connecte et ça coule directement jusqu'à la maison. Depuis quelques années, Javier n'est plus tranquille. Il doit faire face à un fléau qui ravage sa région et le met en péril, lui et sa famille. Les cartels de la drogue s'installent dans ces montagnes pour cultiver la marijuana et le pavot qu'ils transforment en héroïne. La criminalité a envahi la région. Tout ce qu'on voit là-bas, ce sont des briqueteries qui appartiennent aux gens du village. Des délinquants de la région sont venus nous estorquer de l'argent, à nous, les fabricants de briques. 3 jeunes se sont fait enlever. Les ravisseurs ont demandé une rançon à leur famille. 2 de ces jeunes ont disparu et se sont fait tuer. En tout cas, on ne les a jamais retrouvés. Depuis ces événements, les habitants du village ont formé une milice et se protègent comme ils peuvent. Le Guerrero est devenu la région la plus dangereuse du Mexique. Il n'y a pourtant pas grand-chose à voler. Même les jours de vente, les caisses sont loin d'être pleines. Ils viennent chercher les briques. Le prix d'une brique, c'est 7 centimes. Les 1000, c'est 70 €. C'est minimum 20 000 briques par four. Après avoir payé les employés, la main-d'œuvre, il nous reste environ 265 €. Son travail de force l'éreinte pour 3 fois moins que le salaire moyen mexicain.
Mais toute cette sueur lui permettra peut-être de réaliser le rêve de toute une vie. À Mexico, Julio, le scaphandrier, gagne un salaire beaucoup plus confortable de 1 000 € par mois. Mais son paysage à lui est fait d'ordures et d'immondices. Julio débute une immersion en eau trouble, particulièrement éprouvante. La zone à explorer est tellement infestée qu'il doit travailler à l'aveugle. ¿Todo bien? Todo bien. Te escuchas muy agitado. Estoy jalando, chile. Hay un trapo, algo aquí parecido de trapo. Hay una varilla. Ok, súbele. ¿Tú me dices? Sí, sube. Seguimos. ¡Anto! ¿Sabes qué? Bájame de una vez y saco toda esta basura, polines que hay aquí. Bájame de una vez. Sí, es parte del trabajo cotidiano. Ça, c'est le travail quotidien pour que ces grilles fonctionnent correctement. C'est ça qui bloquait. Estaba estorbando la rejilla. ¡Ahí bueno! Estaba estorbando la rejilla. C'est ces gros bouts de bois qui gênaient la fermeture de la grille. Palos o polines. Pues el hacer un trabajo como este. Faire ce travail et pouvoir enlever toutes ces poubelles, je trouve ça très gratifiant. Parce que je sais que grâce à mon travail, le drainage de la ville de Mexico se fera un peu mieux. Pour moi, c'est un vrai plaisir de faire ce boulot. Cette eau est complètement contaminée avec de tout. Des animaux, comme ce rat par exemple. Tout est contaminé. Ces animaux transmettent des maladies dangereuses. On trouve aussi des corps humains. Souvent, on les tue ailleurs et on vient les jeter ici. Ils les jettent dans les égouts. Et nous, on est juste en train de travailler et il faut qu'on les sorte. En 30 ans de carrière, Julio s'est retrouvé sous l'eau face à plusieurs corps humains. Cette violence n'est pas réservée à Mexico. Elle s'étend un peu partout dans le pays. José et sa famille de plongeurs de haut vol n'ont pas les moyens de vivre uniquement de leur talent. Avec les collègues, quand il n'y a pas trop de touristes, des fois on sort pêcher. Tous les poissons qu'on ramène, c'est pour nourrir la famille, femmes, enfants, tout le monde. J'ai quelques collègues qui pêchent toute la nuit ou toute la journée et qui vendent le poisson pour amener de l'argent à la maison. La famille de José, comme celle de Javier, le briquetier, sont les victimes collatérales de la guerre de la drogue et des morts qu'elle provoque. Au moment de notre tournage, Acapulco comptait depuis le début de l'année près de 500 morts par homicide. La criminalité a fait fuir les bateaux de croisière. En 10 ans, ils sont passés de 180 à 3 ou 4 par saison.
Les bateaux de croisière ne viennent plus à cause de l'idée qu'on se fait du Mexique, qui est liée à la violence et au crime organisé. Les gens ont peur. Les Américains ne viennent plus. Pas seulement à Acapulco, mais dans tout le Mexique. Aujourd'hui, les forces de l'ordre reprennent peu à peu le contrôle de la ville. Les touristes reviennent petit à petit. Le sourire de José aussi. L'après-midi, ça fait du bien de passer un bon moment en famille. C'est vraiment agréable. C'est pour des moments comme ça qu'on est prêt à prendre autant de risques. Chez les plongeurs, il n'y a jamais eu de crise de vocation. Les sensations fortes, les montées d'adrénaline se transmettent de père en fils depuis près de 80 ans. Un air de fête plane sur la briqueterie. Javier et sa femme ont sorti leurs plus beaux habits. Ils vont assister à la remise de diplôme du passage en 6e d'une petite cousine. Une fierté dans la famille. Leurs 3 fils n'ont jamais brillé dans les études. 2 ont quitté l'école très jeunes et le dernier est en passe de le faire. Javier et sa femme espèrent que leur fille suivra les traces de sa cousine. De los Santos Suárez Alejandro. Ma fille veut continuer à étudier. On en a parlé avec toute la famille. On va la soutenir au maximum. Si Dieu veut qu'elle réussisse ses études, tant mieux. La plupart des gens qui sont ici travaillent dans les briqueteries. Les autres sont agriculteurs. Ils font pousser du piment ou du maïs. Mais la plupart vivent grâce aux briques. Mais l'avenir s'annonce sombre. 2 de ses garçons travaillent avec lui. Javier aimerait qu'il continue le métier. Seulement le filon d'argile commence à s'épuiser. Je dis à mes fils que ce serait mieux pour eux qu'ils apprennent un autre métier. Ce serait un peu mieux. Car le terrain ici, où travaille la famille, c'est fini. Mais c'est pas grave. On peut chercher autre chose ailleurs. Louer un terrain, même si on gagne moins. Tant pis. La cuisson des briques est la dernière étape de la fabrication. Devant cette tour de Babel, son fils Éléazar, 19 ans, se prend à rêver. Je n'ai pas d'avenir ici. Pour dire vrai, j'ai d'autres projets. J'aime bien le bétail. J'aimerais un jour avoir un petit ranch. J'aime bien les chevaux. Je voudrais m'en occuper. Je n'aime pas le travail à la briqueterie. Si Dieu le veut, j'aurai mon petit ranch. Là, dès qu'on a allumé le feu, il n'y a plus de repos. Ça brûle entre 24 et 36 heures. Parfois même jusqu'à 40 heures.
C'est usant de passer toute la nuit sans dormir. C'est fatigant. Ma vie est ici, tout simplement. J'ai toujours travaillé comme ça. Si Dieu le veut, je vais continuer à vivre et à travailler dans la construction. Jusqu'à la fin, on travaillera.